Bonjour le DevFest, ça va? Alors, ce qui vient de se passer, d'un point de vue purement vocal, on a l'habitude de le voir quand on va voir nos artistes favoris qui lancent un gros « Salut, ça va ?» Je ne vais pas dire que c'est une science, mais il y a des choses à contrôler dedans pour comprendre ce qui se passe, comment le faire bien, comment le faire en étant à l'aise dans notre voix. Et j'avais envie de vous parler de ça et essayer d'aller au-delà du juste brailler hyper fort dans un micro. Je voulais commencer par me présenter. Je suis dev freelance, je suis membre d'AccurJob, je fais un peu de pub. On est une asso lyonnaise qui aide les devs à s'épanouir dans leur métier de dev en utilisant le freelancing comme levier d'épanouissement. Je suis aussi podcasteur et chanteur de la tech. Il y a tout sur mon site punkindev.fr. Il y a des podcasts qui sortent plus ou moins régulièrement, des chansons qui sortent encore moins régulièrement. Si vous n'avez pas écouté ça, ce sont des détournements de chansons de la tech entre coach agile et j'aurais voulu être scalafiste. Je suis sûr que vous trouvez des trucs rigolos. Vous pouvez me trouver en ligne sur Twitter. J'ai mon handle @sylve_coud. Voilà pour la présentation rapide de qui je suis. Un petit disclaimer pour commencer, j'aime bien faire ce genre de disclaimer avant. Si, dans votre passé, dans votre présent, vous avez fait du chant, que ce soit en tant que chanteur-chanteuse dans un groupe, ou de la chorale, ou du théâtre, je ne vous promets pas de vous apprendre tant de choses que ça. Et sinon, sorti des très rares considérations purement physiologiques et anatomiques que je vais vous présenter brièvement, tout le propos que vous allez entendre ici, c'est un REX, c'est un retour d'expérience. C'est issu de mes problématiques que j'ai eues avec ma voix, des pratiques que j'ai eues, du travail que j'ai fait pour pouvoir adresser ces choses-là. Donc tout ça, ça sera éminemment subjectif. Je voudrais que vous arriviez à garder votre esprit critique aussi ouvert que la curiosité qui va vous a poussé à venir aussi nombreuses et nombreux ici. Un petit CV vocal perso, au-delà de ma présentation. Parce qu'une voix, ça ne vient pas tout seul, il y a un grand cheminement à faire. À l'origine, je suis timide. J'ai pas de phobie sociale, mais j'étais timide bien quand même. C'est-à-dire qu'à 15-16 ans, aller commander une pizza au camion à pizza qui était sur la place de mon village, c'était une épreuve. Vraiment, c'était difficile d'aller parler à des gens que je ne connaissais pas, de leur dire une margarita et de donner de l'argent. C'était difficile. Notoirement, je suis aussi doté d'une voix moche, comme beaucoup de gens. C'est l'avis que j'en avais, c'est même l'avis que certaines personnes tout à fait bien intentionnées se sont permis d'émettre. Le temps passant, j'ai découvert que j'avais aussi une voix difficile à contrôler. Alors là, je ne vais pas faire de fausse modestie, j'ai la chance d'avoir un organe vocal qui est plutôt sympa, mais vraiment, quand j'ai commencé à chanter, j'avais ce problème-là, c'est-à-dire que c'est cool d'avoir un super moteur, mais quand on est sur une piste glissante, si on ne fait pas les choses comme il faut, on se prend un mur rapidement. Et au final, ma voix est devenue clairement ma meilleure alliée. J'en veux pour preuve que je suis ici à vous en parler. Une aisance orale dans sa voix, dans son expression, ça aide beaucoup. En tant que développeur, je pense être une énorme imposture, mais j'arrive à avoir des postes d'émission qui sont super sympas face à des gens que j'estime meilleurs que moi. Je pense que ça vient pour grande partie de mon aisance à l'oral. Autre preuve, je suis malheureusement aujourd'hui connu dans le dev plus pour ma voix qu'autre chose. J'ai accédé à des keynotes de conf pour venir chanter, pas pour venir parler code. C'est pas grave, j'assume, merci aux personnes qui m'ont invité pour ça. Je voudrais faire un petit sondage. Je vais vous demander plein de choses, il faudra répondre et tout. Je vais vous faire travailler. Je sais que c'est la digestion, c'est dur, mais ça va vous motiver. Un truc que j'appelle cruauté géographique. Alors là, on a une belle carte de France avec une limite qui délimite le nord et le sud de la France. Alors, donc ça part en gros de Bordeaux, ça va jusqu'à Montélimar, tout ce qui est en dessous c'est le sud, tout ce qui est au-dessus c'est le nord. Par curiosité, parmi les francophones qui ont grandi en France, combien parmi vous ont grandi au-dessus de ce trait rouge? Et alors baissez les mains, et ceux qui ont grandi en dessous? Ok, alors, pourquoi je vous pose cette question? Cette carte, je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle SOS Voix, je vous donnerai la ressource à la fin du talk. Chaque smiley qu'on voit ici
En fait, c'est un chanteur ou une chanteuse qui a réussi à percer et à faire carrière dans le milieu ultra exigeant du chant classique, du chant d'opéra. Il y a un problème de distribution géographique qui n'est pas là par hasard. Alors, on a un petit îlot sur Paris, un micro-îlot sur Lyon. C'est juste que c'est des grandes villes un peu plus cosmopolites, donc il y a un peu plus de brassage. Pourquoi il y a cette disparité-là? C'est une question d'accent, et l'accent français est un fléau pour notre voix. C'est pas cool, mais autant le savoir. Je vais vous mettre une petite vidéo, je vais laisser une personnalité l'expliquer mieux que moi en espace d'une minute. Il s'agit de Marianne James. Souvent, elle est connue parce qu'elle a été jury à Nouvelle Star, La France a un incroyable talent. Ce qu'on sait souvent moins, c'est qu'elle a une formation de chanteuse classique. C'est une pédagogue incroyable. Et en une minute, même pas, elle pointe du doigt l'énorme partie de mes galères vocales. Je vous laisse avec elle, ça va. Une maman italienne au 2e étage qui veut appeler son gosse qui est dans la cour. Elle l'appelle pour qu'il vienne manger. Elle va faire « Maurizio, vieni mangiare !» Vous avez entendu? « Vieni mangiare !» Il y a presque le chant. Alors qu'en français, ça va donner « Kevin, viens manger !» Et ça va pas être « Kevin, viens manger !» On va pas faire ça, c'est pas du français. Donc voilà, nous sommes français et il faut avoir de la voix en français. C'est déjà plus difficile. Merci pour elle. Je reparlerai. Elle a un spectacle qui commence à tourner, justement, où elle parle de ça. Je vous invite vraiment à aller la voir. Concrètement, là, elle parle de l'italien et du français, mais il y a cette différence énorme. Pour faire, je suis désolé, je vais tomber dans le cliché, on prend le marchand de poissons sur le Vieux-Port à Marseille, il fait « Oh, il est bon, mon poisson !» Et ça résonne tout de suite. Si on va dans le Doubs ou dans la Saône-et-Loire, plus proche de chez moi, « Il est bon, mon poisson !» Et ça sonne pas. La voix résonne pas toute seule, la voix est engorgée, et ça pose des difficultés. Mais on va pouvoir avancer malgré ça. Avez-vous déjà dit je vais vous demander à tout le monde de lever les mains. Je vais afficher des phrases, et au fur et à mesure que les phrases vont apparaître, si vous l'avez déjà pensé ou dites, vous baisserez les mains, et j'aimerais voir qui, à la fin, a encore la main levée. Donc levez tous les mains, toutes les mains. Ok, donc voice facts are coming. Qui a déjà dit ou pensé très fort, hein, au moins une fois dans sa vie, j'ai la voix hyper fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai. Ah, c'est bien, ça vous arrive pas trop. C'est la première fois que je le fais, du coup, je ne sais pas les stats, ça me servira pour les fois suivantes. J'ai dû m'égosiller, parler hyper fort pour me faire entendre, c'était une galère. Ok. Et de toute façon, ma voix, elle est hyper moche, je ne supporte pas de m'entendre. Ah, ouais, il y a encore des mains qui se baissent. Ok, merci. C'était pour mes stats personnelles. J'ai terminé avec ma voix est moche. Une voix toute pourrie, c'est normal. Vous n'avez pas une voix pourrie. On va juste faire un petit point d'anatomie. Alors, un des rares points d'anatomie. Pour présenter ça, donc ça, c'est une coupe. Vous imaginez, on a coupé ma tête comme ça, en dessin, hein, pas pour de vrai. Et là, donc, on a un peu un organe vocal qui est représenté. Donc, à la base, bon, il y a des poumons, il y a de l'air qui sort, il y a des cordes vocales à peu près là, ici, à ce niveau-là. Puis on a des cavités, une cavité pharyngée, une cavité buccale, cavité nasale, tout ça. Et la voix que vous produisez, elle naît aux cordes vocales, elle est transformée par les résonateurs, tout ça, et ensuite elle sort. Et votre voix qui est sortie, c'est la voix que tout le monde entend. Et c'est la voix que vous entendez quand vous vous enregistrez ou que vous passez un replay de votre voix. Sauf que dans le quotidien, ce n'est absolument pas cette voix-là que vous entendez. La voix que vous entendez, par votre oreille, les cordes vocales sont ici. Il n'y a pas 10 cm. Hein. Et en fait, la voix qu'on est habitué à entendre, elle passe par les cordes vocales, elle va résonner un tout petit peu et elle file direct à l'oreille interne. En très gros, hein, je schématise. Et en fait, c'est cette voix-là qu'on entend tout le temps et que notre cerveau a l'habitude d'entendre et considère comme être notre voix. Sauf qu'en fait, quand on écoute la voix extérieure, on se dit « Ah, elle est moche ». C'est pas qu'elle est moche, c'est qu'on est à un gros moment de dissonance cognitive, genre « C'est pas moi ». Enfin, et du coup, on a une espèce de distorsion et notre cerveau étant éminemment positif tout le temps, il interprète ça par « c'est moche ». Tout ça pour vous dire quoi? On a une première conclusion concrète, c'est que votre voix, elle est ce qu'elle est. Elle est là, elle sonne d'une certaine façon. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, attention, il est compliqué, faites avec.
autant vous y habituer le plus vite possible. Voilà, il va falloir faire avec. Gardez tous ces éléments en tête jusqu'à ce que vous ayez l'habitude d'entendre votre voix extérieure. Enfin, de concevoir que la voix extérieure est aussi votre voix. Mais, ça risque de prendre un petit peu de temps. Attention, ce que je vais dire là, c'est pareil, c'est quelque chose de très personnel, c'est un ressenti que moi j'ai eu, que j'ai observé chez d'autres personnes, mais le fait d'accepter sa propre voix, il y a quelque chose qui ressemble à une phase de deuil. Je ne suis pas expert en phase de deuil, c'est très schématique, c'est approchant, mais il y a quelque chose comme ça. En général, on commence par un bon gros déni. C'est pas possible, ma voix n'est pas si immonde que ça, non mais par pitié, sauvez-moi. Enfin, en général, on commence avec ça. Après, des fois, on est fâché, surtout quand on veut chanter. Ouais, j'en ai marre, je peux pas faire ce que je veux, et moi, je voudrais bien sonner comme machin, comme machine, je voudrais avoir une voix rauque et suave alors que je sonne comme Christophe Willem, c'est dommage. C'est comme ça, chacun sa voix. Ensuite, souvent, on passe par une phase de négociation. Non, mais peut-être en forçant, ou peut-être en fumant des gros cigares, je pourrais peut-être commencer à sonner comme Tom Jones. On négocie. C'est pas trop une bonne idée. On va arriver souvent à une étape, alors là j'ai mis la dépression, c'est la dépression du deuil, je ne pense pas qu'il y ait de vraie dépression à accepter sa voix, mais il y a quelque chose qui peut s'y apparenter, une espèce de désespoir qui va tomber, de toute façon, ma voix elle est pourrie, j'en tirerai rien de bon, voilà, il y a cette phase-là. Et puis vient un jour, à la longue, il y a une forme d'acceptation. Bah, de toute façon, elle est là, elle est dedans, je ne vais pas me faire opérer, me faire changer mes cordes vocales, me faire opérer pour sonner différemment, c'est un peu compliqué. Anecdote, s'il y a des gens qui aiment bien Queen, Freddie Mercury s'est fait opérer des cloisons nasales et entre deux albums, on peut sentir là une différence de timbre à une époque. Mais voilà, c'est plutôt rare normalement de changer de son de voix. Et quand arrive l'acceptation, on peut enfin commencer une phase de reconstruction pour essayer de travailler dessus, aller plus loin et exploiter tout le potentiel que peut offrir une voix. Donc autant que possible, essayez de vous habituer à votre voix, essayez de vous écouter. La première fois c'est dur, la deuxième fois un peu moins, la troisième fois encore moins, et au bout d'un moment, ça devient normal. En gardant ça à l'esprit, que y a des phases, chacun aura les siennes. Moi, ça a ressemblé un petit peu à ça, mais vous allez pouvoir reconstruire une vision de votre voix qui est beaucoup plus saine et potentiellement beaucoup plus juste. Il y a une deuxième conclusion encourageante à tout ça, c'est que maintenant qu'on veut reconstruire, on a moyen de travailler dessus. Pour la voix, c'est assez simple. Il y a deux axes de travail, selon moi. Il y a la respiration, parce que je l'ai dit au début, ça part de l'air qui est dans les poumons pour faire résonner, donc s'il n'y a pas ça, ça va être compliqué. Et puis il y a le reste, la vie, tout ça. On verra après. On va commencer par la respiration. Il faut que tu respires. Et c'est plus facile quand on a un peu, voire beaucoup de gras du bide. Alors, je vais expliquer. Attendez, il faut que je regarde un peu où j'en suis. Concrètement, tiens, nouveau sondage. Combien de personnes parmi vous ont déjà entendu ont déjà entendu la phrase « Pour bien chanter, il faut respirer avec le ventre ». Ouais, tout le monde l'a déjà entendu. Super. Ça ne vous pose pas de problème? Non, parce que les poumons, ils sont là. Là, il y a des viscères, des intestins, il n'y a pas d'air. Je ne respire pas avec mon ventre. Mais pourtant, ça a son importance. J'allais dire, vous la voulez avec ou sans anatomie. On va voir ça rapidement. Il y a deux formes, on va dire, pour schématiser, il y a deux formes de respiration. Il y a ce qu'on appelle la respiration haute. On va respirer vraiment avec la cage thoracique. Donc on va faire un truc qui fait... Du coup, on gonfle un peu et on est content, on a une belle cage thoracique, sauf qu'en fait, les poumons, ils descendent bas et on néglige ça. Et ensuite, on peut respirer avec le ventre. Et c'est là, quand on est debout, c'est hyper pratique d'avoir du gras du bide, parce qu'on sent mieux la pesanteur qui tire vers le bas, et on peut... Voilà, là, je le sens bien. Voilà, je me tiens plus comme je me tiendrai le reste de la journée, tout beau, tout bien. Voilà, là, il y a le ventre qui descend. Ça me coûte beaucoup de faire ça, vous savez. Il y a le ventre qui descend. Pour une fois que ça aide, si vous voulez vous rassurer, regardez le gabarit moyen des chanteuses, chanteurs d'opéra des années 70, 80, 90. Ils sont tous énormes. Enfin, factuellement, je ne sais pas si c'est pour ça, mais voilà, ça peut
Ça peut aider. Donc, on a cette respiration basse. Quand on va respirer, il y a le ventre qui va descendre. Donc, en fait, c'est juste le diaphragme qui va descendre et on va maximiser la capacité respiratoire. Et dans l'idéal, le mieux, c'est d'avoir les deux en même temps. C'est-à-dire on a la cage qui s'ouvre, on a le ventre qui descend, et là, on a les poumons qui sont pleins, et je pourrais parler pendant 1 minute 30 sans avoir besoin de respirer, vous faire un monologue absolument insupportable, sans jamais être à une seule seconde épuisé, mais ça serait, ça serait un peu pénible. Donc, j'ai perdu mon bip. Il est là. Pourquoi je vous raconte ça? À quoi ça sert? Quand on est en situation de présentation, conf, comme je le suis là, quand on est en réunion, en entretien, qu'on fait des presses en interne, avec le stress, on a tendance à moins bien respirer et à finir nos phrases un petit peu étouffées comme ça, et à prendre une respiration dans l'urgence pour continuer notre propos. Savoir respirer, c'est bien pour vivre, mais c'est bien aussi pour tenir un discours qui reste intelligible. Maintenant, comment on peut travailler la respiration? Parce que ça ne vient pas tout seul, c'est pas tout de le dire, ça se travaille. La première étape, c'est de ressentir ça. Je ne sais pas si c'est social, si c'est dans le développement de l'être humain, mais on a tendance à oublier ce que c'est qu'une respiration ventrale. Et le premier pas, pour moi, c'est de la ressentir. Donc, si vous n'avez pas le gras qui vous permet de le sentir facilement, je vous propose l'exercice simple. Le soir, avant de vous coucher, vous êtes allongé sur le dos, dans votre lit, très bien, et vous mettez un peu de poids sur le ventre, donc un dico, votre laptop. Faites gaffe de ne pas le faire tomber sur le côté. Et vous vous détendez, juste vous respirez normalement. Et vous regardez le poids que vous avez sur le ventre, qui à un moment, vous allez voir, il monte et il descend. Et en fait, le corps fait ça tout seul. Le but, c'est de ressentir. Ici, c'est pas de contrôler. Je ne veux pas que vous fassiez des pour faire monter, sauter le truc. C'est pas le principe. Le principe, c'est de se rendre compte que cette respiration, elle existe et qu'il faut être capable de la ressentir sans forcément la contrôler. Ça, c'est pour en prendre conscience. Ensuite, il va falloir se muscler. Quand j'ai fait ma belle respiration ventrale, il s'avère que pour contrôler tout ça, il n'y a pas énormément de muscles là-dedans, il y a beaucoup de viscères. Par contre, tout autour, il y a des abdos. Et on va essayer de les muscler. Alors moi, j'ai eu 2 discours là-dessus. J'ai eu des kinés qui me disaient, de toute façon, je vais vous donner des exercices, ça va vous faire bosser les abdos profonds. En salle, ils ne sauront pas vous les faire bosser. En salle, on m'a dit, les kinés disent n'importe quoi, j'ai des exercices pour vous les faire bosser. Je ne sais pas. Mais plutôt que de payer un abonnement à la salle, je vous propose d'essayer de gonfler des ballons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de gonfler un ballon sur le premier rang? Viens, je t'en prie. Ah bah oui, alors, ça serait bien qu'on puisse te voir. Ça serait bien. Ah bah oui, tu as dit oui. On applaudit oui. Alors, attention, il y a une consigne pour gonfler le ballon. Souvent, quand on gonfle un ballon, je vous le fais, ça fait ça. Et il se gonfle d'un seul coup. Pardon pour le bruit. L'exercice, c'est d'arriver à gonfler le ballon de sorte que l'augmentation du volume soit linéaire, qu'il fasse... Ça, c'est un autre exercice. Bah, tu peux essayer. Non, parce que si moi je le fais, tout le monde va dire « Ah non, mais en fait, c'est facile ». En sachant que je ne l'ai pas. Non, pas du tout. Je vais le refaire après, je ne l'ai pas fait depuis 5 ans, cet exercice, je ne sais pas si j'y arrive. Vas-y. Juste pour voir. En essayant en linéaire. Tourne-toi un peu, qui te voit. Je t'embête pas plus si c'est compliqué, vraiment. Non, on va essayer. J'ai un petit peu de problème. Sans gonfler les joues si possible. Alors, c'est hyper dur. Le principe, c'est justement de ne pas gonfler les joues et juste d'appuyer de manière continue avec la ceinture abdominale. Donc voilà, je vous ai dit, je ne l'ai pas fait depuis des années, ce truc-là. Calmez-vous, j'ai triché. Je l'ai gonflé une fois avant, le ballon était un peu distendu, c'était plus facile. Je te remercie vraiment pour ta participation. Alors, à faire ça, ça a l'air tout bête. Alors, l'empreinte carbone du truc, parce que le ballon, une fois qu'il est distendu, l'exercice est moins efficace, donc ça fait consommer beaucoup de ballons. Mais c'est un exercice qui est super intéressant en termes de vraiment pour appuyer. Tout ce qui se passe dans la voix, quand il y a de l'air qui passe dessous, les cordes vocales, elles vont se serrer et ça va mettre de la pression dessous. Et il faut être capable de mettre un minimum de pression et cette musculature va permettre d'avoir un bon débit. Après avoir musclé, il va falloir apprendre à contrôler. Le but, j'ai mis, on n'éteint pas des bougies. Depuis qu'on est tout petit, on apprend à éteindre des bougies en soufflant très fort dessus. Alors là, pour des raisons de sécurité, j'ai pas le droit d'allumer des bougies pour la fumée, ça vous évitera de vous faire doucher par les capteurs. Je le fais juste au briquet, le principe c'est de souffler dessus et de faire plier la flamme sans que ça s'éteigne.
j'ai raté. Avec le briquet, c'est plus dur, avec la bougie, c'est un peu plus simple. Mais le principe, voilà, c'est vous pouvez vous entraîner avec ça, avec une bougie, de faire baisser à 45 degrés à peu près la flamme, sans l'éteindre, pour avoir un filet le plus léger possible. Au début, ça sera facile en partant loin, puis petit à petit se rapprocher et avoir un contrôle. Tout ça pour justement gagner en contrôle et maîtriser la pression. Parce que quand on muscle, on va rapidement avoir beaucoup de puissance, on envoie plein d'air, et on va se retrouver avec trop de pression en dessous. Voilà, ça, ce sont plein d'exercices. En tant que bon nerd de la voix, si je partais, je pourrais parler pendant 3 heures sur des exercices de respiration. Ça, c'est des trucs de base qui peuvent être intéressants à travailler de temps en temps pour un peu se muscler la respiration et faire des choses bien. Ça marche pour le chant. Moi, c'est des trucs que j'ai appris via le chant, mais ça sert aussi beaucoup quand on veut parler, quand on est amené à parler un peu fort dans des contextes potentiellement un peu stressants. Après la respiration, il y avait le reste. Et en fait, c'est là vraiment qu'on commence à voir ce qui se passe. J'ai parlé des cordes vocales, tout simplement, c'est des muscles. Il y a plein de muscles qui gèrent la production vocale, qui gèrent les cordes vocales, du coup, les cordes vocales vibrent, elles vibrent beaucoup. Et il y a des résonateurs, c'est ce que je vous ai présenté. Il y a l'air qu'il y a dans les cavités, il y a les os, et ce sont ces résonateurs-là qui vont transformer le son de base des cordes vocales pour faire un timbre de voix. S'il y a des personnes qui sont un peu sensibles aux images de l'intérieur du corps humain, je m'apprête à montrer une photo de corde vocale juste pour que vous sachiez ce que c'est. C'est un intérieur de corps, ça se filme avec une caméra, on n'a pas disséqué des gens en vrai. C'est un examen qui n'est pas agréable mais qui se fait, que j'ai déjà fait 2-3 fois. Donc là, attention, donc si fermez les yeux, je vous dirai quand c'est fini, si vous avez besoin. Donc ça, ce sont des cordes vocales. Donc les cordes vocales, ce sont les 2 trucs blancs ici, qui peuvent s'étirer, qui peuvent s'ouvrir, s'étirer ou se raccourcir, qui peuvent s'ouvrir, et il y a des muscles sur les côtés qui peuvent permettre de faire de la constriction dessus. Ça, c'était pour la culture, parce qu'en vrai, aujourd'hui, on s'en fout un petit peu, je pense. Mais c'était pour la culture. Maintenant, comment on travaille le reste de la voix? On a parlé de respiration. Une fois qu'on a une respiration qui va bien, il faut aussi travailler ce qu'il y a au-dessus. Et si je devais résumer, on articule. On va utiliser, pourquoi on articule, ça va muscler en fait, je parle beaucoup de musculature, mais ça va muscler un peu tous les muscles faciaux, parce qu'il y en a plein aussi. Et ça va permettre, entre autres, de vous aider à moins vous fatiguer la voix, en étant plus intelligible à moindre volume. Souvent, quand il y a du bruit, on a tendance à parler plus fort, alors que des fois, articuler un petit peu plus, ça peut vachement aider. Ça a plein d'autres intérêts qui ne sont pas forcément hyper courants, mais si on se retrouve face à une personne sourde qui fait de la lecture labiale, le fait d'articuler bien, de surprononcer un petit peu, vous serez mieux compris comme ça. L'intérêt de ce truc-là, on le voit, je vais reprendre l'exemple des chanteurs, des chanteuses d'opéra. Souvent, c'est des gens qui ont des pommettes qui sont totalement proéminentes. Quand on les regarde chanter, si vous voulez faire un exercice un peu méchant, faites des arrêts sur image sur des vidéos de YouTube de chanteuses lyriques. Ils ont le visage qui est totalement difforme à des instants T. Ils ont des bouches qui sont ouvertes de manière démesurée. Ils ont des gestes hyper fins au niveau des lèvres parce que tout ça, ça va moduler le son. Et quand on est chanteur d'opéra, il y a une voix et il y a un orchestre dessous et il faut quand même se faire entendre. Du coup, il faut que la voix, elle sorte dans tout son potentiel. Et quand on ouvre beaucoup, on perd en articulation, donc il travaille énormément pour rester intelligible malgré tout ça. Cette articulation, elle va vous permettre de moins potentiellement vous fatiguer la voix, d'être mieux compris, d'être mieux entendu, mieux écouté, où que vous soyez, que ce soit en entretien, en conf ou en réunion tout simplement. Un discours intelligible va vraiment, vraiment pouvoir vous aider. Et c'est tout? Presque. Il y a quelques autres petits trucs qui peuvent servir. Attention, il y a des leçons de morale qui arrivent. Pour avoir une bonne voix, il faut une bonne hygiène de vie. Autant dire que je suis mal placé pour en parler. Les trucs qui esquintent le plus la voix, café, clope, bière, alcool en général, des nuits trop courtes, des repas trop chargés, des repas trop riches. Si on a des problèmes d'acidité, de reflux, tout ça, c'est des trucs qui sont hyper mauvais pour les cordes vocales à terme. Si pour une soirée, j'ai envie de dire, c'est pas grave, mais quand il y a des problèmes récurrents, là, tout à l'heure, je vous ai montré 2 cordes vocales bien saines. Cherchez pas sur Google des photos de cordes vocales pas saines.
pas terrible. Vraiment. Il peut y avoir plein de soucis, il peut y avoir des nodules, des petites boules, les cordes vocales sont en permanence huilées, en gros, on va dire, pour que ça glisse bien, et des fois, il peut y avoir des surplus de muquosité, et ça aide pas du tout, et ça pose vraiment des soucis, et c'est là qu'on a la voix qui se fatigue énormément. Laissez parler votre corps. Au début, j'ai montré, il y a une notion que je n'ai pas abordée, c'est la colonne d'air. Quand on se tient bien droit, avoir la cage thoracique bien ouverte, voilà, là je me tenais bien droit, tout ça, avec une belle posture, tout bien. C'est pour avoir une bonne colonne d'air, pour avoir la voix qui est libre de s'exprimer comme elle veut. Alors, être droit, ça ne veut pas dire être bloqué avec un vieux balai, voilà. Le principe, c'est d'être souple, d'être à l'aise dans son corps, d'être mobile. J'essaie de ne pas rester figé, de ne pas rester comme ça avec son micro. Voilà. Idéalement, un corps mobile et disponible, souple, à son aise, ça va aider énormément. Et ça, je peux vous confirmer. J'ai des amis qui étaient danseurs de base. Quand ils se sont mis à chanter, ils m'ont beaucoup énervé. Leur progrès était fulgurant, ça m'énervait beaucoup. Mais passons. Ça, c'était la pointe de jalousie, mais de toute façon, voilà. Je vous ai donné plein de pistes pour essayer de comprendre en amont ce qui se passe, mais il y a toujours une vraie question, c'est une fois qu'on est dans le contexte, on va devoir utiliser sa voix. Donc il y a un travail de fond qu'on peut faire, qui est faisable, mais une fois sur place, il y a d'autres choses qu'on peut activer pour se simplifier le boulot et se mettre un peu plus à l'aise. Si possible, échauffez-vous. Le corps, la voix. Il y a des gens qui font des petits footings, des marches, qui font des tours de leur salle où ils sont. Moi, je l'ai fait un peu tout à l'heure, un peu d'automassage, ça tonifie le corps, tout ça, on est bien. Comme dans toute activité un peu physique, ça peut faire du bien de s'échauffer. C'est un truc qui peut se faire. Trouvez vos exercices. Voilà, pareil, j'ai fait un peu d'assouplissement, je me suis étiré, ça fait du bien. Buvez de l'eau. L'eau, c'est le seul lubrifiant valide pour la gorge et pour vos cordes vocales. Vraiment. C'est important. Je le redis, respirez. Avant, vous êtes dans le couloir, avant votre entretien d'embauche. Des respirations comme ça, faites entre 5 et 10. Ça va vous prendre une petite minute. Il y a votre rapidité, votre vitesse de respiration qui va tomber d'un cran, votre rythme cardiaque qui va aussi baisser d'un cran, ça va vous faire un bien incroyable. Ensuite, pendant que vous parlez, faites des pauses. De base pour respirer, parce que faire un discours en apnée, c'est hyper dur, surtout quand ça dure 3/4 d'heure. Et ensuite, le fait de faire des pauses, au-delà de vous permettre de respirer, ça permet aussi à l'auditoire de respirer. Alors là, avec le stress, j'enchaîne beaucoup, du coup, je ne vous laisse pas assez respirer. Je donne des leçons, je ne le fais pas très bien. Mais il y a vraiment quelque chose à faire. Laissez respirer un propos, laissez l'auditoire digérer ce qu'on vient de dire. On refait une respiration et on repart. Et tout va bien. Un dernier petit truc, placez un micro convenablement. Ici, on est dans une super conf. J'ai un micro, j'ai mes mains libres. Je vois souvent des gens qui n'ont pas l'habitude de tenir un micro, qui sont en talk sur des petites confs, et le micro fait ça, et on les entend pas, je t'entends pas. Travaillez-le chez vous, avec une bouteille d'eau, une brosse à dents, une brosse à cheveux, ce que vous voulez, et apprenez à parler avec un micro qui reste à distance homogène, on va dire, entre 1 et 10 cm maxi. Et quand vous devez faire votre présentation, faites des essais micro pour voir. Souvent, on a peur de se mettre le micro très près parce qu'on s'entend fort, et vu qu'on est encore à l'étape où on trouve notre voix moche, ça nous pose souci. Il vaut mieux être entendu un peu fort, baisser le volume derrière à la sono s'il y a besoin, et d'avoir un volume qui soit constant tout du long. C'est hyper important, et parfois, je ne vais pas dire que ça gâche, mais ça peut mettre des petits défauts, on va dire, dans un talk qui est super intéressant. Voilà pour ça, ça donne plein de choses, je pense, qui sont activables selon les circonstances. Le reste, presque en fait, tout est dans la tête. Que dit votre voix de vous? Juste avant, depuis tout à l'heure, j'ai parlé placement de micro, articulation, respiration, posture. Tous ces concepts, ça peut amener des questions personnelles
intrinsèques à chaque personne qui peuvent être potentiellement douloureuses. Je parle d'une bonne posture. Si on part avec une scoliose, ça va être difficile. Si on part avec des problèmes d'élocution, je ne sais pas, une dysphasie, un bec de lièvre, c'est des choses qui peuvent être très douloureuses à adresser. Il faut savoir que si on travaille sur la voix, ces questions vont venir. Il faut le prendre en compte dans un parcours de progression que ça peut potentiellement nous atteindre personnellement. J'ai mis ça, l'important c'est un peu de se protéger, de se dire ok, il va y avoir des choses peut-être pas cool à aborder. C'est aussi ça à l'adresse des personnes qui disent ah mais t'avais la voix tremblante, t'avais la voix machin, et c'était faire des critiques. Souvent on dit que la voix c'est le reflet de l'âme, et du coup la corollaire c'est que critiquer une voix, c'est critiquer la personne dans ce qu'elle est, pas dans ce qu'elle fait, mais vraiment dans ce qu'elle est. Et je trouve ça assez difficile. C'est vraiment un truc à prendre en compte. J'ai pas de solution magique, ça dépend vraiment de chaque personne. Et voilà, je voulais vraiment que vous puissiez entendre ça, faire gaffe quand on critique les personnes, et aussi quand on se met à travailler, des fois on fait ressortir des choses quand on travaille avec quelqu'un qui est timide. D'où vient la timidité? Pourquoi c'est difficile de s'exprimer à l'oral? Ce sont des choses qui sont à prendre en compte. Donc je disais faites avec, mais c'est pas toujours simple. Cependant, il y a quand même des moyens d'essayer de passer au-dessus de tout ça. Je vous ai parlé technique vocale, respiration. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Je voudrais qu'on se concentre sur, quand vous parlez, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce qu'il y a une histoire, un vécu, une émotion à votre propos? Vous êtes en entretien d'embauche, vous êtes en train de raconter votre vie, et il y a une histoire à raconter. Ce que vous racontez est plus important que de bien penser à respirer. C'est plus le moment pour le faire. Il faut vraiment se concentrer sur le propos. Si vous faites une conftech, vous avez un framework à présenter, ce qui est important, c'est le contenu. Concentrez-vous là-dessus. Vous boudez pas les aides. S'il y a des supports visuels pour parler moins on parle, mieux on s'économise. C'est aussi un bon truc. Il y a aussi le comment on le raconte. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que les mots sont une matière sonore en soi. Un A résonne plus qu'un U, un P explose plus qu'un L, un apaise beaucoup plus qu'un K. Genre, après, je ne vous demande pas de faire un travail de poète, mais des fois, quand on prépare des sujets, on peut se noter des mots-clés qu'on a envie de passer. Genre, si j'ai envie de dire « Oh, c'était trop bon ce truc », ça n'aura pas le même effet que « C'était merveilleusement bon ». Ça n'a pas le même impact. Et ça, il faut pouvoir jouer avec. Voilà, je ne vous demande pas de faire un travail de poète, mais des fois, ça peut être sympa d'employer ces mots-là. Et encore une fois, aérez, laissez respirer votre propos, racontez le truc et devenez un super troubadour qui raconte des choses. Moi, j'aime bien ça. Non, le but, c'est pas de s'habiller tout coloré, de prendre une guitare pour faire nos entretiens et nos prêses, mais de se concentrer un petit peu sur le récit, vraiment sur le contenu. Ça va aider à oublier un petit peu tous les problèmes vocaux. Parce que derrière tout ça, moi, je considère qu'il y a une compétence ultime que j'ai galéré, que je galère encore à avoir. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. J'en ai parlé au début quand je disais qu'il faut ressentir sa respiration sans la contrôler. Tout est là. Il faut être capable d'avoir conscience de phénomènes, mais sans chercher à contrôler ce truc-là. Quand on apprend, moi c'était surtout en cours de chant, j'ai eu des grands moments de ridicule qui ne m'ont pas tué. J'ai un gros problème avec le lâcher-prise. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on on entend notre propre voix. Et notre cerveau, il a une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que notre cerveau entend notre propre voix et il corrige en fonction de ce qu'il entend. Alors c'est super pratique, c'est ce qui permet de chanter juste en fait. Parce qu'on sort une note, c'est pas celle-ci, on ajuste et on pose la bonne note. Ça permet de corriger des choses. Le problème, c'est que souvent, on ne s'entend pas comme on sort réellement. Même dans des bonnes conditions où on a des retours, tout ça, où on peut bien s'entendre, on n'est pas encore habitué à ça. Et il faut être capable de lâcher prise, de se dire, un moment consciemment, j'entends quelque chose, c'est pas grave, je laisse ma voix, elle est ce qu'elle est, et je la laisse vraiment sortir pour ce qu'elle est, en lâchant complètement prise.
Pour apprendre ça, moi j'ai une professeure de chant qui m'avait fait travailler sur mon autodérision. C'est-à-dire que j'étais censé, je travaillais à chanter du Queen, donc c'est dur, et puis pas qu'un peu, et j'étais vraiment en galère. Et elle avait remarqué que je me crispais, je me tendais beaucoup au moment de lâcher mes couplets, parce que c'était difficile. Et elle a voulu que je me détende un petit peu. Donc elle m'a dit, donc j'avais une grande salle, limite un peu comme ça, elle m'a dit, bah, tu gambades dans la salle, et puis tu vas me chanter Une souris verte. Et quand je tape dans les mains, tu me lances ton couplet de Queen. Et je me suis retrouvé donc en cours de chant dans une grande école nationale de musique, à Une souris verte à gambader, je vous le refais pas parce qu'il ne faut pas pousser non plus. Et quand elle tapait dans ses mains, je balançais mon couplet, et en général, la première phrase était d'un classe. Et juste après, il y avait la boucle de rétroaction et le lâcher-prise qui s'oubliait, et ça, c'était plus difficile à passer. C'est un apprentissage, il y a des personnes qui ont ça naturellement, qui arrivent à faire les choses sans se poser de questions, et d'autres pour qui c'est plus difficile. Ça, pour moi, c'est un petit peu la compétence ultime. Encore une fois, c'est un Rex, c'est celle sur laquelle, quand je chante, je dois travailler encore parce que c'est difficile. Mais voilà. Je vais vous proposer un exemple concret. Je voudrais que vous vous concentriez sur la voix. C'est un petit extrait de film. Je l'ai laissé en VO. Il est en anglais. C'est fait exprès. L'important, ce ne sont pas les mots. Donc, il y a ce personnage-là qui apparaît. Il y en a un autre qui apparaît juste après. Et je voudrais que vous regardiez un petit peu sa posture, sa gestuelle, son visage et, en corrélation, sa voix. Il va y avoir une espèce de transformation. Alors, pour ceux qui ont reconnu, c'est la scène du miroir de Rasta Rocket. Je l'ai laissé en anglais parce que c'est la VO, c'est l'acteur qui a prononcé ces mots-là. Ça n'a pas été redoublé, c'est un peu plus authentique, on va dire. Mais je voudrais vraiment que vous arriviez à vous concentrer sur ce qui se passe. Now look in the mirror and tell me what you see. Donc là, You see Junior. You see Junior. il a une petite voix. Well, you want to know what I see? I see pride. I see power. I see a badass mother who don't take no crap of nobody. You really see all that? Yeah, man. Il a une petite But it's voix. not about what I see. Il n'y a pas grand-chose. It's about what you see. Now look in this mirror and tell me again what you see. Well, I see Pride. pride, Il ouvre un peu plus. déjà. Power. power. And I see A badass mother who who don't won't take no crap off of nobody. Il y a le corps qui Again. se met en I see mouvement. pride. Can't hear you. I see power. I see a badass expressions mother faciales qui sont who plus won't fortes. take no crap off of nobody. Once again. I see pride. Junior. I see power. I see a badass mother who won't take no crap off of nobody. That's right. Right. Junior Beville. Where do you go? Alors j'espère vous avoir donné envie de re-regarder Rasta Rocket, parce que ce film est sympa quand même. Moi je trouve que c'est une scène qui est hyper instructive de ce point de vue-là, parce qu'on a vraiment un personnage qui est un peu penaud, malgré sa belle carrure. Il est un peu penaud, il a une toute petite voix, et puis petit à petit, il prend de la confiance, il va ouvrir plus, il va y avoir un peu des tensions, de l'expression vocale qui va se mettre, d'expression, je veux dire, de ce qu'il a à dire, qui vont se mettre sur son visage, et il y a quelque chose qui va sortir. Et vraiment, après, son propos va prendre de l'ampleur, sa voix va prendre de la puissance, et sa détermination sans faille, il va se mettre à bouger les bras, et il part, il claque la porte, il est à fond. Ça lui a donné, il y a eu une espèce d'interaction entre sa propre confiance et la confiance que lui donnait sa voix. On a souvent tendance à pas aimer notre voix, à pas avoir confiance en notre voix, et quand on produit, eh ben, notre voix ne nous donne pas confiance, parce qu'elle ne donne pas quelque chose qui nous plaît. Mais au fur et à mesure que notre voix donne quelque chose qui nous plaît, elle nous donne confiance, et du coup on prend confiance, et c'est une espèce de cercle un peu plus vertueux qui peut se mettre en place, et je trouve ça vraiment intéressant. Je suis allé un peu vite, je suis presque au bout. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de bosser sur votre voix. Je voulais pas trop parler chant, même si c'est un gros travers que j'ai, je veux toujours parler chant, mais il y a des ressources qui sont super importantes si vous êtes curieux sur ce thème-là. À une époque, ce site, c'était ma Bible, SOS Voix, www.sosvoix.asso.fr. C'est de ce site-là que j'ai sorti la carte que vous avez au début. C'est tenu, ça a été créé, c'est tenu par un vieux chanteur classique, il me semble, qui doit avoir autour de 70 ans, qui a eu énormément de galères avec sa voix, qui a eu des nodules, qui a dû se faire opérer, qui a dû passer des mois dans le silence, qui a beaucoup galéré et qui du coup propose tout un tas de choses.
Il y a plein de supports pédagogiques dans ces exercices. Il y a des chapitres pour les chanteurs, chanteuses pop, classiques, rock, pour les personnes qui font des conférences. Il s'adresse beaucoup aussi aux médecins, aux kinés, qui souvent ne savent pas, aux médecins kinés, tout le médical et le paramédical, qui ne savent pas vraiment comment fonctionne une voix. Il y a plein de choses, vraiment. Moi, à une époque, c'était vraiment ma Bible. J'y repassais plusieurs fois par semaine pour relire des choses. Voilà, ça c'est un super site. Je l'ai présenté au début, spectacle de Marianne James qui s'appelle « Tout est dans la voix ». Elle a une tournée en cours qui va commencer. Moi, j'ai mes places pour aller la voir à Lyon, je crois, en avril ou mai, quelque chose comme ça. En plus d'être une chanteuse incroyable, c'est une pédagogue dingue. J'ai eu la chance immense de faire un atelier une fois avec elle, un atelier en groupe. Elle arrive à débloquer des voix comme ça en 3 minutes. C'est incroyable. Elle est très drôle, elle a une voix dingue. Vraiment, je vous invite à aller la voir. Si vous êtes curieux des analyses vocales, moi j'en consomme énormément. Il y a plein de coachs, de profs de chant sur YouTube. Alors tout ça, c'est des liens qui sont en anglais. C'est des profs anglophones. Qui vont écouter des chanteurs, des chanteuses et qui vont essayer de faire une analyse de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche, pourquoi cette voix elle sonne aussi puissante, pourquoi cette partie-là est aussi émouvante, qu'est-ce qu'ils font en termes de nuances, comment est placée leur voix. De temps en temps, ils analysent des espèces d'ovnis du monde du chant qui arrivent à faire des sons juste pas possibles avec des techniques vocales bien particulières. Donc The Fairy Voice Mother, The Charismatic Voice. The Charismatic Voice, c'est Elisabeth, je ne sais plus comment, qui est chanteuse classique de profession. Bess Rohrs, qui est plus branché sur du jazz, et Sam Johnson, qui lui est plus branché sur les voix plus pop. Il va beaucoup analyser des prestations de Mariah Carey, de Beyoncé, des personnes comme ça. C'est super intéressant. Moi, j'en consomme beaucoup. C'est amusant de voir un petit peu ce qui se passe derrière, parce que quand on voit une personne qui chante « Oh, la voix, c'est magique, c'est tombé du ciel ». Non, c'est des gens qui ont bossé des années, pour la plupart. Hein. De temps en temps, il y en arrive un ou deux avec juste un talent un peu tombé du ciel, mais en général, ça implique beaucoup de travail et de comprendre tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ces personnes-là font pour nous créer de l'émotion. Je trouve ça intéressant. Moi, je m'amuse aussi beaucoup avec les émissions type The Voice, les trucs à l'aveugle. J'aime bien faire le boulot un peu de ces gens-là, de fermer les yeux et puis d'écouter pourquoi cette voix-là, elle me marque, pourquoi celle-ci... Des fois, je ne suis pas d'accord avec eux. Je dis non, ça c'était nul, ça ne me plaisait pas. Mais c'est aussi un petit exercice sur la voix. Vous pouvez faire la même avec les meetings politiques. Pourquoi ? Parce que c'est notre projet, ça a mieux marché que d'autres discours, d'un point de vue com, hein, j'entends. Hein, le but n'est pas de parler de leur discours, mais d'un point de vue vraiment voix. Ce sont des gens qui travaillent leur voix, qui utilisent ça. Certains beaucoup mieux que d'autres n'ont pas du tout travaillé là-dessus. Je ne vais pas balancer des noms, mais il y en a vraiment des discours. Pour la présidentielle, j'ai essayé d'écouter les discours. Il y en a, je tenais 3 minutes, je m'endormais. C'était incroyable. Au-delà du contenu, je voulais me renseigner sur le contenu. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Non, c'était insupportable, c'était pas tenable. Et donc tous ces gens-là qui réussissent globalement dans la politique, dans les arts, ils utilisent leur voix, j'ai envie de dire, à vous de jouer. On a tous une voix, on peut tous trouver moyen de la travailler. Donc, allez-y. Si ça vous intéresse, moi je suis disponible pendant toute la conf pour en parler, mais ne me lancez pas dessus, vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de moi. Et voilà, il reste 6 minutes pour les questions. Merci Sylvain. Avez-vous des questions ? Qui osera prendre la parole après ça ? Il est là-bas. Pardon. Bonjour Sylvain, merci. Moi j'ai un gros défaut, je parle souvent trop vite, je mange mes mots, donc c'est un problème d'articulation, mais j'arrive pas à passer outre et à ralentir le débit. Est-ce que tu auras un conseil à me donner ? Alors,
Alors, oui et non, parce que je ne connais pas ton passé, je ne sais pas pourquoi tu parles vite. Est-ce que c'est un problème de stress? Auquel cas, il faut s'attaquer au problème de stress. Est-ce que c'est une habitude? Peut-être que tu es très speed dans la vie et qu'il faut trouver moyen de te détendre. Je n'ai pas de solution adéquate. Ce qui peut être intéressant, moi j'en suis pas mal passé par là, c'est de prendre un texte quelconque, de le lire et de t'enregistrer sur ton téléphone, sur ce que tu peux. Tu l'enregistres, t'écoutes, tu vas te dire, c'est quand même un peu rapide. Tu vas essayer de le faire une fois plus doucement, en prenant le temps. En général, quand on lit un texte, il y a de la ponctuation, en gérant les virgules, les points, s'il n'y en a pas beaucoup, en rajouter, en plaçant, en essayant de déclamer des textes, en plaçant des respirations, en se disant, là, il faut que je m'arrête, en essayant de conscientiser ce truc-là, et de garder tes enregistrements pour voir aussi le progrès, parce qu'il n'y a pas plus rageant que de se dire ça fait 6 mois que je bosse, est-ce qu'il y a un progrès ou pas, et d'avoir l'impression qu'il n'y a rien, alors qu'il y a certainement du bon. De garder des fois des sources, ça peut être encourageant. Et sinon, je l'ai pas fait, mais il y a un exercice, j'avais des pailles aussi, en plus des ballons et des bougies. Il y a des exercices, ça c'est plus les gens dans le théâtre qui le font, c'est d'essayer d'articuler avec une paille ou un crayon dans la bouche, comme ça. C'est un exercice qui peut être assez difficile, mais qui va forcer à surjouer l'articulation au niveau du masque, donc tout ce qui est muscles faciaux. On va forcer un petit peu plus, et ça peut être une solution. J'ai pas de solution magique, mais déjà d'en avoir conscience. Si ça te pose pas de problème, j'ai envie de dire, en fait, il y a peut-être pas de problème. Si c'est un truc qu'on te fait remonter régulièrement, ça peut valoir le coup justement de s'écouter, des fois de prendre conscience du truc, de le voir en live, ça peut permettre de travailler dessus. Moi j'avais un tic à une époque, pendant que je chantais, j'avais souvent le sourcil qui sautait comme ça, mais je m'en rendais pas compte. Et je travaillais avec une orthophoniste, et elle me dit, mais tu as vu que tu fais ça? Non. Rechante là ton truc et mets-toi devant le miroir. Je l'ai vu une fois, je l'ai jamais refait. Donc des fois de se mettre face, alors je l'ai dit, ça peut être super dur, super cruel de se mettre en situation inconfortable où on n'aime pas s'entendre, on n'aime pas se voir, mais en prenant l'habitude de le faire, on va pouvoir dégager une image de soi qui va être potentiellement bien meilleure, et je pense qu'on a pas mal à gagner là-dessus. Mais voilà, encore une fois, on m'a branché, j'ai répondu très longuement à une petite question. Une dernière question? S'il n'y a pas le temps, je serai pas loin, ne vous inquiétez pas. Merci. Vous avez parlé justement que vous consultiez une orthophoniste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ou est-ce que c'est trop personnel? Alors, en fait, j'ai fait, du fait de mes galères vocales, j'ai eu pas mal de profs de chant. Alors, je vais beaucoup parler chant parce que c'est par là que j'ai appris à jouer avec ma voix. J'ai eu une prof de jazz à une époque qui me faisait chanter, et quand j'ai commencé à chanter, je pouvais chanter 20 minutes. Et j'avais la voix cassée en deux. Mais je pouvais plus. Je pouvais plus, ça devenait vraiment difficile. Et cette prof de chant m'a dit, mais t'as peut-être des problèmes, des nodules, des choses comme ça. Donc les nodules, c'est des petites boules sur les cordes vocales qui empêchent la voix de bien s'émettre. Donc je suis allé voir un phoniatre, c'est un médecin des cordes vocales, qui m'a mis un vieux tuyau au fond de la gorge, donc ça donne un peu envie de vomir, mais qui a filmé mes cordes vocales pendant que j'essayais de parler, parce que là déjà parler avec la paille juste au bout des... Voilà, mais si vous la mettez au fond de la gorge, c'est encore plus dur. Mais il a pu filmer mes cordes vocales, voir que j'avais pas de nodules, et lui il a dit il y a juste besoin de rééducation pour apprendre à justement à faire du lâcher-prise, à laisser la voix sortir, à moins contrôler. Et c'est beaucoup lié à notre accent. Moi, je suis né vers Lyon, donc je suis né dans le Nord, et j'ai pas une voix qui résonne naturellement comme les gens du Sud, ou comme nos amis italiens, espagnols, et en fait la plupart des autres langues du monde, factuellement. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant 6 mois avec une orthophoniste. J'ai eu de la chance, c'était une époque où les orthophonistes, on pouvait en trouver en moins de 5 ans. Et en plus, c'était une ancienne soprano lyrique de carrière, donc je pouvais pas tomber beaucoup mieux, mais voilà, c'était et il y a eu beaucoup de travail psy aussi, parce que poser les questions de la timidité, poser la question d'oser se mettre en avant en public, sont des choses qui reviennent un petit peu avec ça. Merci Sylvain, on peut applaudir. Merci tout le monde.